Henri Lhéritier, bonjour. Alors, à l'Archipel Contre-Attaque, on a carrément une rubrique en Lhéritier. C'est-à-dire que tu es un écrivain prolifique, puisque 3 fois par semaine, tu as un billet. Donc, je suis en retard de 2, 3 billets, si ce n'est plus. Mais bon, ça ne va pas devenir l'Archipel Contre-Attaque non plus ton blog à toi. Hein. Faut pas exagérer non plus. Bien que tu aies le talent qui le mériterait. Alors, pour montrer que tu n'es pas une espèce d'écrivaillon de blog, de temps en temps tu sors des livres pour te la péter, totalité. Donc, aurais-tu la grâce de nous présenter ton dernier opus, enfin dernier, mais pas l'ultime. Montre-nous le livre, face caméra. Donc, Voilà, toujours chez Traboucaire. Donc, après le dernier qui était moi, Diderot et Sophie, entre parenthèses, nous voilà avec les vêpres siciliennes. Alors non, ce n'est pas une histoire de peinture, non, ce n'est pas une histoire de mafia. Tu es un peu comme Christine Angot, tu fais de l'autofiction puisque tu nous racontes ton voyage à Paris pour un truc où tu te la pètes puisque tu étais invité à Nanterre à un colloque sur Pierre Benoît. Alors on va faire un petit entre parenthèses sur Pierre Benoît parce que les gens ne se rappellent plus qui il était. C'était un fameux écrivain que les enfants lisaient avec ravissement quand ils étaient malades. Et il a produit l'Atlantide, Mourir pour Don Carlos, L'échelle d'Ezra, etc. Bon, mais il y a un côté franchement vieille France. Et disait un tien-neveu, quand on lit bien, il y a peut-être même de l'homosexualité refoulée, mais c'est pas ça le fond du problème. Donc tu vas à Nanterre, qui est pas loin de Paris, tu revois un camarade à toi un peu pris Goncourt qui s'appelle Echnoz, et tu nous racontes Zazie, Echnoz et Henri Lhéritier dans le métro, mais avec plus de paysages quand même. Bon, est-ce que j'ai bien présenté? Et surtout, on part de la gare de Perpignan, qui est franchement pas le centre du monde. Alors, non seulement tu as me présenté, mais jamais tu n'as fait une présentation aussi longue. J'ai cru que je ne pourrais pas parler. Bon, C'était mon intention, je me suis ravisé. oui, je voudrais revenir sur l'idée, effectivement, que je suis très présent sur Internet ou je sais pas quoi. Bon, je risque de lasser le monde. Hein. Alors effectivement, bon, ça vient en même temps, ce livre arrive en même temps, mais un livre c'est un travail quand même d'une paire d'années. Les petits textes sont aussi travaillés d'ailleurs. Hein. Oui. Enfin bon, c'est moins de travail. Hein. Alors la présentation, oui, tu me demandes ce que c'est quoi, Ouais. Fais-nous la bande-annonce. cette histoire-là. Ouais. Et donc effectivement, c'est un voyage. J'ai effectivement été contacté par une universitaire, une dame qui a une fonction assez importante à l'université de Nanterre, et qui avait lu des textes de moi sur Pierre Benoît. Où d'ailleurs j'étais plutôt critique sur Pierre Benoît. Simplement, je me posais la question comment un garçon, un écrivain qui a eu une telle réputation, qui a été lu dans de telles proportions. Il était à la mode. Ben oui, Mais tu sais ce qu'on dit de la mode. Comment il a disparu? Oui, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce qu'après, justement, donc cette dame m'a dit, venez, vous parlerez de Pierre Benoît à l'université de Nanterre. Il y a un colloque, il y a 50 ans qu'il est mort, donc on fait quelque chose autour de lui. Donc je suis arrivé à Nanterre. Pendant un moment, je lui ai quand même dit, mais non, moi je suis vigneron dans mon coin, j'ai rien à voir avec Pierre Benoît. Elle me dit, si, on a besoin de vous comme témoin. Bon. Et donc, effectivement, à Nanterre, on s'est rencontrés une vingtaine d'universitaires du monde entier Ouais. qui étaient porteurs d'histoires sur Pierre Benoît, d'histoires très fouillées sur Pierre Benoît. Bon, donc c'est à peu près ça. Après, dans le livre, on retrouve un petit peu cet épisode. Et alors, quand je suis revenu, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un d'assez proche, qui m'a demandé de lui faire un topo sur ce qui s'était passé à Nanterre. Et donc, je lui dis, voilà, je vais écrire quelque chose sur cet épisode-là. Et en fait, je me suis rendu compte que cet épisode, il était inséré dans quelque chose de plus important, qui était le voyage qu'on avait fait justement pour aller à Nanterre. Et donc, j'ai à ce moment-là fait une chose complète, et l'université de Nanterre est un des épisodes. Et donc après, j'ai rencontré Echenoz, j'ai rencontré d'autres écrivains, j'ai rencontré Claude Delmas là-bas. Et puis on a fait le touriste de base, faisant les musées, les cathédrales, tout ce qu'on a pu faire. Et puis je me suis dit, après tout, tu n'as jamais fait de livre de voyage, tu pourrais faire justement un livre de voyage. Alors tu avais fait jamais de livre de voyage, c'est faux. Je te rappelle Requiem pour Mignon, qui est quand même un livre de voyage. Bon, voyage de jeunesse quand tu avais 17-18 ans.
c'est du vrai. Canada au Mais celui-ci Mississippi. est très européen, l'autre était quand même assez du Nouveau Monde, quoi, on Voilà. va dire. Donc tu es une espèce de Tocqueville. Tu racontes le nouveau monde, parce que pour un Catalan, Paris c'est un peu le nouveau monde, Oui. avec ses Indiens. Oui, non, mais ce qui m'intéresse, effectivement, bon, je pense qu'effectivement, ça, c'est ce qu'on retrouve certainement dans tous les livres que j'ai écrits, cette correspondance entre nous ici et l'extérieur, on va dire, hein, qui peut être Paris, qui peut être les États-Unis, qui peut être. Et puis, le second volet, c'est ce qu'on représente nous dans le monde, hein, dans l'univers du monde, on va dire, hein, Ouais. et quelle est notre importance, quoi. Hein. Donc il y a une espèce d'aller-retour. Et puis il y a un aller-retour aussi dans l'histoire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à une époque qui intervient encore aujourd'hui, qui nous identifie ou qui nous identifie pas. Enfin, bon, tout ça, ça m'intéresse. Hein. Donc, mais en fait, c'est pas du tout, je fais pas des thèses. Hein. J'arrive à cette relation entre le passé et le présent, entre la géographie et l'histoire, on va dire, mais d'une manière, c'est l'écriture qui le commande. Hein. Alors toi, tu as ce point commun avec la peinture, qui est un tableau déjà sur la pochette. Tu nous expliqueras pourquoi le choix du titre est associé à cette peinture. Et on rappellera rapidement quel fut cet événement tragique pour les Français, rigolo pour les Catalans et libérateur pour les Siciliens. Voilà. Ton rapport, toi quand tu dis un aller-retour, en fait, ce que tu veux pas utiliser comme mot, c'est la mise en perspective, à l'instar du peintre. Tu mets en perspective les événements, les choses et la géographie. Oui, mais disons que je n'ai aucun projet pour ça. Encore une fois, ça vient au fil de l'écriture. C'est l'écriture qui me détermine à préciser des choses, et puis en les précisant, il se trouve qu'elles me font partir vers des angles de vision qui sont pratiquement auxquels je n'avais jamais pensé, mais qui dans l'écriture ont une réalité. Bon, c'est ce qui m'intéresse dans la façon d'écrire un roman, c'est laisser une place pas de l'imaginaire, mais à quelque chose qui existe, qui n'était pas exprimé, qui va s'exprimer parce que j'écris un livre. Quoi. Alors c'est intéressant parce qu'on a un problème dans ce département, c'est la représentation mentale du territoire. Les gens vivent sur un territoire, mais le consomment et ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qui s'y passe en dehors de mon système pseudo-isolé, comme on dit en termes de science. Et toi, tu remets en perspective notamment ce territoire, et c'est intéressant parce qu'on regarde notre présent et le monde dans lequel on circule, à savoir ce territoire, différemment après avoir lu ce bouquin-là. Ah ben ça, si le lecteur s'il y a cet effet sur le lecteur, je suis très content. Hein. Mais disons que le gars qui écrit, hein, en l'occurrence c'est moi, hein, s'interroge à chaque moment sur ce qui s'est passé chez nous, ce qui se passe ailleurs. J'ai même pas dans l'esprit de dire c'est fondateur, c'est tellement stupide de dire c'est fondateur. Rien n'est fondateur dans le monde. Hein. Le monde entier est fondateur, toute sa diversité fonde quelque chose. Hein. Mais simplement, lorsqu'on précise un événement du monde, effectivement, on a l'impression qu'on est en train de réinventer le monde. Enfin, bon, ce plaisir-là, c'est un plaisir purement littéraire, et s'il ressort après chez le lecteur qu'il y a une relation avec ce pays tel qu'il est devenu ou tel qu'il va devenir, quelle est son ambition, quel est son futur, ben ça m'intéresse. Mais ça fait partie après du pouvoir de l'écriture. Hein. Alors, alors on t'en est à ton combienième roman, là, Force, parce que je sais pas, c'est le 8e, il me semble. Voilà. Quelle perspective dans ton style tu subodores? Qu'est-ce qui a changé entre le premier et l'actuel roman? Alors bon, j'ai une écriture. Est-ce que c'est l'album de la maturité, comme on dit? Non, je ne sais pas, on écrit chaque fois le livre que l'on est en train d'écrire et me semble toujours le plus important. Hein, mais bon, en même temps, quand on sort un livre, on en a toujours un autre en cours, dont on se dit, voilà, il y a peut-être des choses que j'ai pas dit. Bref, si on n'avait rien à dire, on n'écrirait pas. Ce que je pense quand même, c'est que l'écriture d'un livre, c'est, j'allais dire, un appauvrissement apparent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini un livre, on se dit, j'ai mis tout ce que j'avais
il me semble d'intéressant à dire. Qu'est-ce que je pourrais encore continuer dans un livre, on met tout, quoi. C'est pas un petit texte justement où on met son humeur ou son avis sur quelque chose. Un livre, il y a tout dedans. Hein. C'est passion, c'est réflexion. Bien ou mauvais, c'est effectivement un tout. Et donc, après, heureusement, on se reconstitue et il y a des choses qui restent à dire. On s'est dit, mais c'est miraculeux, je n'avais pas pensé à ça et j'ai encore ça à dire. Alors, non, c'est pas. J'espère avoir beaucoup de choses encore à écrire. Hein, et donc, voilà, tout viendra par la suite après. Hein. Alors, comment tu envisages un livre? Sur le précédent, il y avait aussi à la base une conférence sur Diderot, Masguenégal, qui est devenu le livre qu'on connaît, moi, Diderot et Sophie. En fait, c'est ta vie qui te dicte tes livres, quoi. Alors il y a ma vie, oui. Tout le monde a une vie qui peut permettre d'écrire. Hein, donc, Oui, mais enfin après c'est plus ou moins intéressant. Il y a des gens dont je voudrais pas vivre la vie vu les plats qu'ils choisissent au restaurant. Non, mais je veux dire, l'écriture c'est un autre stade. Ouais. Tu as une vie, tu as des expériences, tu as des rencontres, et tu peux en tirer soit quelque chose de littéraire, soit quelque chose de purement. Enfin, il est intéressant. Moi, j'ai l'impression que, on me dit que c'est littéraire, je veux bien le croire. C'est écrit. C'est écrit en tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est des rencontres. Là, par exemple, dans ce livre, je pense qu'il m'a aussi intéressé, c'est en passant à Notre-Dame, à Paris, je me suis mis dans les chapelles adjacentes, toujours à la recherche. Bon, tout le monde connaît cet épisode du pilier où Paul Claudel a découvert la foi. Oui, tout le monde, effectivement, tout le monde. Et tout le monde le recherche. Et donc j'ai recherché ce pilier, mais en fait, trouver un pilier, c'est pas quelque chose c'est pas une aventure colossale. Hein. Ouais. Bon, et donc, mais par contre, ça dépend de la taille du pilier. Ça dépend de la taille du pilier. Mais ce qui m'a amusé, c'est que j'ai rencontré, oui, c'est que dans ces chapelles adjacentes, j'ai vu des petites plaques en cuivre, on appelle des cartouches sous un tableau, et où il y avait un nommé May, M-A-Y, et avec une date. Et je me suis dit, ce type May, je ne le connais pas, ce peintre. C'est étonnant parce qu'il est reproduit tout au long de la cathédrale, dans plusieurs chapelles. Et en fait, donc je me suis approché, et je me suis rendu compte que le Mai, en fait c'est le mois de mai, et que c'était en fait des tableaux qui étaient offerts par la confrérie des orfèvres sous Louis XIV, qui s'appelaient les mets de Notre-Dame. Donc effectivement, chaque année, on rappelle que les mets ne se consomment pas. Voilà, chaque année, les orfèvres apportaient en grande cérémonie à Notre-Dame un grand tableau qui était fait par d'ailleurs des peintres de haut niveau. Je commente une peinture de Laurent Lahire, qui est un peintre très connu. Et donc ces tableaux étaient accrochés dans la nef. Alors aujourd'hui, ils sont mis dans les chapelles adjacentes. Et donc ça m'a intéressé de retrouver qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment les orfèvres ont eu de moins en moins d'ambition, par exemple. Enfin bref, tous ces genres d'événements m'intéressent, ces rencontres, ces choses. Voilà, j'ai rencontré les mets à Notre-Dame, où les gens rencontrent plutôt des touristes et donc après c'est parti sur des... Il y a plus de Japonais et de Chinois que de mets en général à Notre-Dame. Voilà. Voire des Femmes, des fois. Tout à fait, là je ne les ai pas vus. Toi tu visitais Notre-Dame pour les Femmes, grosse déception. Tu as vu la trace de la fêlure sur la cloche, mais pas plus. Alors on va arriver aux Vêpres siciliennes. Donc les Vêpres siciliennes sont un événement historique qui sont déroulés en Sicile. Après que la gouvernance, comme on dirait modernement, des Catalans sur la Sicile échoua à la famille d'Anjou qui les gère, et les Catalans et les Siciliens fomentent une résistance et une liquidation des Français, et ça donne les Vêpres siciliennes. Et là je te laisse la parole. Oui, en même temps tu peux me laisser la parole, mais je n'apporterai pas grand chose à l'histoire, hein. En fait je ne me suis pas préoccupé, si tu veux, si je peux dire ce que je fais quand j'interviens sur des événements historiques comme ça, c'est que je ne suis pas un historien, je suis plutôt, je dirais, un historien, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une histoire, j'y incorpore un petit peu ma façon de voir, qui peut être
soit amusante, soit critique, d'un événement qui a été important pour les Catalans comme pour les Français. Et donc je me place à un moment donné, il me semble, près des Catalans, puisque je suis catalan, et à un autre moment près des Français, pour pas dire que les Catalans non plus c'est la panacée, c'est les gens qui sont les plus parfaits au monde. Donc voilà, c'est ce moment-là qui m'intéresse. Parce que tu fais les deux dans ta vie. Je fais les deux. Voilà, tu as compris que donc je suis un... Tu es par rapport à l'événement historique, tu es centriste, quoi. si tu veux, oui. Ou tu es normand, peut-être Banquet avec Normand, Banquet. voilà, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Donc les Français se font massacrer, ça donne un tableau, et donc parle-nous du tableau. Oui, non, mais après Qui se trouve où? Oui, À Paris. Celui-ci, non, il se trouve un peu partout. J'ai en fait ce tableau, en fait, je l'ai recréé. Je vais dire, c'est un livre qui recrée des tableaux qui existent, mais en même temps, je les recrée. Par exemple, j'ai recréé le tableau de Renoir qui s'appelle Le Moulin de la Galette. Ouais. Je sais pas si tu le vois là, hein. Le Moulin de la Galette. Et je l'ai recréé comme si c'était un bal qui était donné au bord de la Glie à Rivesaltes, que je connaissais tous les... Un bal tragique à Colombey? Non, c'était pas un bal tragique, c'était au contraire un bal j'allais dire, très érotique, hein, où des gens que je connaissais dans Rivesaltes fricotaient avec un tel ou un tel. Donc j'ai imaginé recréer un tableau, tout en gardant un peu les traits et les perspectives de Renoir. Ben, pareil pour les vêpres siciliennes, quoi, hein. J'ai inventé des massacres, j'ai retrouvé... Tu sais, un événement historique comme les Vapeurs, c'est d'abord des massacres. S'il n'y a pas de massacre, ça n'intéresse plus personne. Bon, donc je me dis, tu vas décrire des massacres. Oui, la trêve de Dieu à Toulouse ou l'oignon, c'est Tidouane. Ça marche pas. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu de l'expérience où il y a des bruits, des cris, du sang. La Saint-Barthélemy, très sympa. Faut des choses un peu. Mais la Noche Triste, je te rassure, etc. pour les gens qui ont peur, ils peuvent lire ça. Ça n'est pas. Enfin, c'est pas, comment on appelle ça, un thriller. Ouais. Donc, voilà. Non, alors, ce que j'aime bien, c'est outre l'entrée de jeu sur la gare de Perpignan, qui lui règle son sort vite fait, du genre, faut pas s'étonner qu'il y ait personne, vu qu'il n'y a rien à y voir. En gros, hein, on fait... Et après, tu dis que c'est les commerçants qui l'ont dit, mais bon, tu as pu l'observer toi-même, parce que tu as tenu stand pendant la fête de la San Jordi à la gare. Je t'ai vu attraper un rhume en direct avec d'autres écrivains, parce que les courants d'air étaient possibles, parce que la masse humaine ne faisait pas isolant. Tu parles des gitans en termes sympathiques. Avec admiration, dirais-je, ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare, compte tenu d'une une du petit journal qui disent à quoi servent les gitans, et ben toi tu donnes une réponse. Donc d'après toi, c'est pas de l'engrais ou du compost. Ils ont cette légèreté qui rajoute à la vie. Ouais, ils ne construisent rien et donc ils ne démolissent pas la terre. Et en plus, moi bon, c'est effectivement, moi c'est quelque chose que j'ai en tête, hein, et je les ai resitués dans un moyen, mais c'est vrai, hein, ce sont tous les événements que j'ai vécus au cours du voyage ont existé. Après, j'ai un petit peu amélioré ma vision. Tu prends des prétextes, en fait, pour t'ouvrir sur des sujets. Voilà, mais notamment celui-ci qui me tient à cœur. Hein. Je trouve que, à un moment donné, il me semble que les seuls individus pour lesquels le catalan est une langue officielle, c'est les gitans. Et c'est fantastique. Alors en plus, eux, ils rajoutent qu'ils ont une capacité à parler toutes les langues possibles. Et c'est assez fascinant. Et au cours de ce voyage, je les ai trouvés tout à fait remarquables parce qu'effectivement, ils étaient très précautionneux. Enfin bon, franchement, c'est pas un panégyrique que j'ai fait, c'est une relation d'individu à individu. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un passage auquel je tiens parce qu'il y a tellement de préjugés sur ce monde-là. Qui est effarant que celui-ci, en tout cas... Il y a des raisons de les détester, mais malheureusement, ceux qui ne donnent pas les bonnes raisons. Moi, j'ai vécu 20 ans avec eux. Non, mais il y a des raisons de détester le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est... Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tant qu'humain, qu'est-ce qui fait qu'on puisse
puissent vivre ensemble, quoi. C'est tout ce qui m'intéresse. Après, Ouais, en fait, il faut inverser le process. il me semble qu'il faut penser à d'autres choses. Enfin, bref, c'est que ça fait partie de mon histoire. Parce que cette histoire est un vrai voyage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le départ de la gare de Perpignan, du centre du monde, hein, et le retour au centre du monde qui est devenu un vrai centre du monde quand je reviens. Enfin bon, ça c'est dans, Voilà, le... on ne vous dira pas le nom de l'assassin, il faut que vous lisiez le livre. Alors, un écrivain, ça se nourrit. Enfin, là, tu me diras, on vient de manger au délice de l'USAP. C'était très bien, une belle entrecôte, mais ceci est une autre histoire. Toi, tu es amateur de musique. Alors, tu manges beaucoup de musique classique, musique baroque. Tu es aussi fin connaisseur qu'en littérature et en peinture. Je n'ai pas les capacités d'un mélomane, hein. Je manque un peu de structure. Un mélomane, c'est pas un type qui aime vraiment la musique. Au bout d'un moment, c'est surtout un snob qui se la pète avec des noms de musiciens qui n'ont pas réussi, quoi. Qu'on n'a pas retenu et pour cause, quoi. Par exemple, Baudouin de Bois-Mortier, tout le monde s'en branle. Pourtant, il a sa place à Perpignan. Mais ceci est... On ne dira pas du mal de François de Fossat parce que l'ami Kéralt le défend, mais bon, s'il avait été aussi bien qu'on le dit, il aurait une station de métro, le François de Fossat. C'est vrai. C'est pas toujours vrai. Je dis c'est vrai, mais c'est pas évident, quoi. Tu crois aux artistes maudits, toi? Non, je crois pas aux artistes maudits, mais je pense que Tu crois que si on ne connaît pas en littérature André Bonnet, c'est parce que les gens passent à le découvrir. Pas dire. Non, mais quand tu t'intéresses à la littérature, Ouais. je ne suis pas pareil pour la peinture, mais je m'intéresse à la littérature et j'ai découvert en lisant des écrivains dont on ne parle plus, des gens de grande qualité. Bon, après, qu'on n'en parle plus, c'est pas un conte. C'est effectivement le monde, c'est pas eux qui ont périclité, c'est le monde qui a changé, qui comprend plus ce qu'ils disaient. Donc effectivement, il doit y avoir des musiciens de haut niveau, et notamment des musiciens catalans qui sont peut-être méconnus et qu'il faudrait, je ne sais rien, je ne vais pas faire du prosélytisme, hein, mais bon, qui effectivement sont des gens qui ont des choses à dire en musique. Justement, en parlant de musique, qu'est-ce que tu écoutes comme musique actuellement? Tu parles de musique moderne alors. Oui, voilà. Écoute, tu m'as fait, ça tombe bien, hein, parce que tu m'as fait connaître une musicienne je connais un peu la famille, hein, Ouais. qui est de Rivesaltes, qui s'appelle Près la Belle Année, et qui a donc un groupe qui s'appelle La Cavale, hein, et je trouve que c'est une fille tout à fait remarquable, et son groupe est a des choses à dire, et elle sait le dire, ils savent le dire musicalement, donc bon, c'est une partie par exemple de mon écoute aujourd'hui. Voilà. Alors, et sinon, tu as un plat préféré? Donc, Par la tête de veau. ouais, parce que monsieur est républicain. Non, mais je sais pas. Non, là, je t'ai eu à la surprise. C'est une non-question. D'accord. On va indiquer que tu seras à Collioure, enfin officiellement, parce qu'il t'arrive d'y aller pour d'autres raisons, au festival d'un livre à l'autre, sur l'invitation du mont Gildas Giraudot, au stand du Traboucaire, pour dédicacer ton dernier livre et les autres, qu'on recommande pour ceux qui n'ont pas lu les précédents. Donc du 5 et 6, et tu seras aussi à une table ronde sur littérature et peinture le dimanche après-midi, animé par un type très bien, puisque c'est moi, hein. Après tout, autant faire sa propre promo, parce que si on devait attendre les autres, on peut bien crever. Henri l'Héritier, c'est quoi que tu as à dire avant que je close cette interview? Merci. Je reviens sur la tête de veau. C'est vrai que c'est mon plat préféré. Et justement, dans mon livre, je mange je dîne un soir d'une tête de veau au hall. Donc, tu vois que... On ne dira pas de quel écrivain il s'agit. Henri l'Héritier, merci.